Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Alors que le monde attend le discours de Vladimir Poutine ce 9 mai, en commémoration de la victoire sur le nazisme en 1945, la guerre en Ukraine en est à son 3e mois, avec son lot de ravages et de carnage. Mais au-delà de la guerre sur le terrain, le conflit a engendré des incertitudes, des inquiétudes sur d'autres plans, essentiellement économiques et aussi géopolitiques. Vu d'Afrique, la guerre reste certes une affaire européenne, mais une affaire qui a d'ores et déjà des retentissements économiques sur notre continent et qui aura, à n'en pas douter, des prolongements sur l'aspect géopolitique, voire même géoéconomique africain. Plus de 2 mois donc après l'éclatement de cette guerre, l'Afrique subit une sorte d'inflation importée due au renchérissement des produits énergétiques et des tensions qui règnent sur le marché du pétrole et du gaz. Mais il y a aussi la question de la sécurité alimentaire, sachant que la Russie et l'Ukraine figurent parmi les premiers pays d'exportation de céréales. Outre cela, une grande reconfiguration géopolitique se précise, car en fait, elle avait commencé bien avant la crise en Europe. La Russie est présente dans un nombre croissant de pays, et malgré les sanctions économiques qui lui sont infligées, elle semble disposée et à même de favoriser des exportations vers des pays d'Afrique qui dépendent d'elle pour leur approvisionnement. En un mot commençant, l'Afrique semble devenir avec le temps un objectif géostratégique des grandes puissances, avec l'Europe qui recule, la Chine solidement implantée, la Russie qui installe ses troupes et quelques-unes de ses industries, les États-Unis qui ont finalement compris l'intérêt du continent africain. En plus, bien entendu, de toutes les autres puissances de taille moyenne, comme la Turquie, Israël, le Brésil et d'autres encore. Nous reviendrons donc sur les différents aspects de la guerre en Russie et son impact considérable sur l'avenir de ce continent qui est le nôtre et qui est l'Afrique. Avec nous pour en parler, Hicham Hafid, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous en prie, marhaba, vous êtes professeur-chercheur, spécialiste de l'Afrique à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'ai le grand plaisir d'accueillir Idriss Issaoui, analyste. J'ai aussi le grand plaisir d'accueillir Hicham Hafid, bien entendu, mais Idriss Issaoui, ça fait plus longtemps, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ce plateau. Bienvenue, vous êtes analyste politique et donc nous allons parler des sujets évoqués en introduction. Avant de commencer, on va sacrifier la tradition, donc une question groupée pour vous deux. Je commence par vous, Hicham Hafid. Est-ce que cette guerre en Ukraine peut être considérée comme une perspective de repositionnement ou une menace économique pour l'Afrique? Sous quel angle vous voyez ça, le verre à moitié vide, à moitié plein? Écoutez, je crois que c'est les deux à la fois. Donc, elle constitue dans un premier temps une perspective, dans la mesure où aujourd'hui, elle envoie un signal fort à l'Afrique, une belle leçon qu'il doit prendre en considération le continent africain, dans la mesure où aujourd'hui, nous avons un continent qui est, depuis l'indépendance, un continent qui est fortement dépendant de l'offre et de la demande étrangère. Avant, on parlait d'un continent qui est dépendant de la demande étrangère. Aujourd'hui, la crise sanitaire et la crise en Ukraine a bel et bien montré qu'il y a une forte dépendance aujourd'hui de l'offre et de la demande, parce qu'aujourd'hui, on assiste à un problème d'approvisionnement et un problème également de l'inflation, une montée des prix. Donc c'est une belle leçon pour le continent africain en vue de, bien sûr, interpeller et interroger leur modèle de développement, bien sûr, dans une vision commune. Parce que si on reste sur cette leçon, bien sûr, une croissance, bien évidemment, extravertie, et non pas, parce que tous les pays africains aujourd'hui militent pour la croissance économique, et on le voit, les chiffres le montrent très bien, à 5%, 6% une moyenne de tous les pays africains, mais ce n'est pas suffisant, bien sûr, pour avoir une marge de manœuvre au niveau de négociation, attirer plus d'investissements et négocier le transfert technologique et rendre cette croissance, bien évidemment, inclusive en matière de conversion et de développement humain. Donc voilà, grosso modo, un peu le défi, la perspective. Donc les États africains aujourd'hui se doivent de penser à un nouveau modèle de développement dans une vision commune, basée bien sûr sur une politique commune ou collective énergétique, une politique commune ou collective agricole, et aussi revoir comment peut-on absorber le transfert technologique à travers, bien sûr, l'attraction des investissements directs étrangers. Donc c'est une véritable opportunité. Également, la diversification des partenaires. Nous voyons aujourd'hui cette exacerbation de la concurrence entre les nouvelles et les anciennes puissances. Notamment, on le voit aujourd'hui, ça se confirme à travers la Russie. Donc, il va y avoir une reconfiguration de l'ordre économique mondial. Donc, c'est une opportunité, une perspective pour le continent africain en matière de diversification des sources de financement. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons aujourd'hui, le financement de l'Union africaine et de l'Afrique est basé en grande majorité sur l'aide publique au développement. Donc, c'est une opportunité pour pouvoir revoir ces mécanismes de financement, ces canaux de transmission, pour au moins, à notre avantage. Effectivement. C'est une menace dans la mesure où, je viens de dire, cette reconfiguration de l'ordre mondial risquera d'épuiser les ressources naturelles
de l'Afrique et aussi une surexploitation. Vous voyez, aujourd'hui, quand il y a un choc étranger, donc ça impacte directement et indirectement les pays africains. Donc nous sommes des pays victimes, hein, des victimes, on va dire, des victimes innocentes. Collatérales. Des chocs, exactement, des chocs étrangers. Donc voilà un peu, donc c'est une menace en même temps, c'est une opportunité, donc il faudra savoir repenser leur modèle de développement, repenser leur stratégie de développement pour pouvoir transformer une partie des ressources exportées à l'état brut sur place, hein, pour pouvoir créer de l'emploi, pour pouvoir bien évidemment investir dans des domaines stratégiques et pour pouvoir concevoir des politiques stratégiques, que ce soit dans le domaine énergétique ou dans le domaine alimentaire. Donc, en quelques mots, cette guerre en Ukraine serait une opportunité. Et si elle n'est pas saisie, cette opportunité deviendra une menace. Effectivement, deviendra une menace. Driss Issaoui, opportunité ou menace? C'est une question compliquée, sincèrement, au début de cette émission, parce que là, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de la crise provoquée par la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Quand on regarde cette guerre, elle a des racines, elle a des origines ethniques, historiques, etc. Parce que si on veut comprendre pourquoi Poutine, aujourd'hui, tient absolument à changer et à travestir la réalité de l'Ukraine. Il ne veut pas avoir en Ukraine un pays européen de plus qui va se mettre à sa frontière. Et que quand il se mettra à sa frontière, ça veut dire que l'OTAN, pratiquement tous les instruments développés par la communauté européenne pour se défendre de manière collective, ils seront très proches de la Russie. Donc, alors maintenant l'Afrique est un pays qui s'est réveillé, il faut le dire. Continent. Ah oui, le continent africain s'est réveillé avec cette volonté de vouloir faire différemment de ce qui a été fait, cette volonté de dire nous ne sommes plus des pays où le pouvoir est personnalisé, c'est-à-dire que quand le chef est là, le pouvoir est là, quand il part avec lui, etc. Non, on est véritablement dans des pays où on réfléchit au développement, on réfléchit à ce qui va se passer dans l'avenir. Les sociétés politiques dans le continent africain commencent à être pensées autrement que ce qui se faisait auparavant. Les constantes de la France-Afrique commencent à changer, le problème du CFA commence à changer, et aussi les richesses que renferme le continent africain sont en même temps aussi une opportunité, mais aussi une grande menace si on n'arrive pas à les gérer convenablement, si on n'arrive pas à les mobiliser comme il se doit. Donc, c'est une question, elle n'est pas très heureuse, votre question au début, parce que... Mais c'est pour ça qu'elle est posée au début, justement, c'est pour ça. Moi, je pose la question, vous répondez, il a répondu, vous répondez. Non, mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont tous les axes qui composent cette émission qui vont pouvoir apporter quelque part des débuts de réponse à cette question. Pourquoi ? Parce qu'on le voit dans les réseaux sociaux, dans tous les moyens de communication qui existent, il n'y a pas de certitude. Personne ne sait de quoi demain sera fait, quelle sera telle ou telle conséquence pour tel pays, etc. Donc, finalement, je pense qu'à la fin de cette émission, probablement qu'on aura une idée ou deux à vous donner. Vous savez, Boileau disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Je pourrais dire succinctement. Parfois, les problématiques les plus compliquées doivent être résumées en 2 minutes. Oh, absolument. Eh bien, vous en êtes bien tiré. Alors, on va partir sur les axes que seront donc l'énergie, la sécurité alimentaire et l'après-guerre, les perspectives d'après-guerre. Alors, l'énergie, donc le prix du pétrole, après avoir connu un pic au début de la guerre, aux alentours de $140 est revenu donc aux alentours de 100, un peu moins, un peu plus. Mais le prix du gaz reste très élevé et il plonge pas mal d'économies africaines et mondiales d'ailleurs dans une zone de turbulence qui promet de s'éterniser. Alors, ces pays africains, alors il y a les pays africains qui sont producteurs et les autres qui ne le sont pas. Quelles sont les alternatives pour sortir de ce choc? Parce que choc il y a. Écoutez, au niveau des alternatives, il faudra analyser dans le court et dans le moyen et le long terme. Peut-être dans le court terme, il n'y a pas d'alternative.
sauf s'il y a bien sûr des programmes de rationalisation des dépenses de consommation d'énergie énergétique, ainsi de suite, à travers bien sûr le covoiturage, le respect, la réconciliation avec l'environnement et autres. Mais dans le long terme, bien évidemment, il y a des perspectives en matière d'énergie renouvelable. Parce qu'aujourd'hui, on voit que 11 pays ou 12 pays du continent africain disposent incroyablement des richesses en énergie, bien sûr, non renouvelable. Donc vous avez le gaz, le pétrole, mais malheureusement, ils sont exportés à l'état brut, ce que je viens de dire, qui produisent une croissance extravertie, et que ces énergies ne sont pas quand aujourd'hui il y a une montée des prix des carburants énergétiques, donc ça se répercute aussi à la pompe, au niveau de la pompe, même les pays exportateurs de pétrole. Donc il n'y a pas de raffinerie des capacités, n'ont pas travailler sur les capacités de stockage de cette matière énergétique, ainsi de suite. Donc il va falloir se convertir vers les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, le continent africain possède des ressources énormes en matière d'énergie renouvelable et non renouvelable. Vous avez le charbon, vous avez la biomasse, vous avez le pétrole, le gaz, et ainsi de suite. Mais aussi, vous avez l'ensoleillement. Vous avez également des zones désertiques qui sont très importantes et qui deviennent, bien sûr, en matière d'investissement très compétitif, parce que la maîtrise du coût foncier devient intéressant. Et qu'aujourd'hui, avec les pays développés, notamment si on regarde l'Allemagne c'est très, très, très enthousiaste et très partant dans ce domaine d'énergie renouvelable. Il a lancé l'initiative H2 Global, donc, qui veut bien sûr produire de l'hydrogène renouvelable avec des pays partenaires qui disposent bien sûr des avantages comparatifs, savoir la proximité géographique, l'ensoleillement et également le coût du foncier, surtout dans les zones désertiques qui, bien sûr, excusez-moi de vous couper, investissement pour investissement, vous pensez qu'il vaut mieux aller sur l'énergie renouvelable plutôt que sur les énergies fossiles existantes, parce qu'il y aura des masses d'investissement colossales quand même. Mais bien sûr, donc il y a les bailleurs de fonds, d'ici un demi-siècle, donc il va y avoir une grande partie de l'énergie, presque 50%, 70% des énergies, sont bien sûr tirées des énergies renouvelables. Donc au niveau de la consommation, non seulement au niveau de la consommation d'électricité, mais aussi dans le processus de production. Le transport maritime, ferroviaire et ainsi de suite. Donc voilà un peu les perspectives dans le long terme. Donc il faut investir dans les énergies renouvelables, trouver des partenaires intéressants en matière de financement pour ce genre, et aussi les gazoducs. Les gazoducs, donc il faut investir. On a presque 2 ou 3 gazoducs qui sont aujourd'hui... Alors on y vient justement pour les gazoducs. Alors Driss Aissaoui, on voit ce qui se passe, on suit l'information, l'Union européenne fait un travail pour essayer d'atténuer cette dépendance ou essayer d'atténuer le choc économique sur les différents pays qui en sont membres. Depuis que Macky Sall est président de l'Union africaine, on sent une Union africaine plus résolue, plus entreprenante, plus offensive. Est-ce qu'il y a un moyen pour que l'Union africaine, qu'on n'a pas trop entendu dans cette histoire, à travers sa structure centrale de Addis Abeba ou les organisations régionales, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Je vous vois sourire, je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une perspective ou est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'il y a une possibilité que l'Union africaine puisse agir? Certainement. Et atténuer. On en a parlé, il y a un réveil psychologique, on va dire idéologique de l'Afrique vis-à-vis de tous les pays du monde. Aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à se défaire de ces liens de dépendance qui ont fait que les pays d'Afrique étaient toujours dépendants de telle ou telle puissance. Alors, ils ne veulent plus être lus comme ça. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ont une indépendance au niveau économique, au niveau technologique, à tous les niveaux. Et finalement, si on veut aller de l'avant, il faudra prendre en considération. Le roi Mohamed VI, il l'avait dit à Addis Abeba, pas Addis Abeba, en Côte d'Ivoire. Il avait dit, nous n'avons besoin de personne, nous n'avons besoin que de nous-mêmes. Nous ne voulons plus être des pays qui sont totalement dépendants, etc. Et en fait, c'est même un discours tiers-mondiste qu'il avait développé. Et c'est extraordinaire. Il dit aux gens d'Afrique, attention, ne soyez plus ce que vous étiez avant, il faut que vous soyez
c'est ces pays qui doivent... Donc, il y a une décision politique qui doit arriver. Non, non, les décisions politiques, parce qu'aujourd'hui... Une volonté politique pour des décisions absolument, politiques. Absolument, cette volonté politique de se défaire des liens anciens et de commencer à travailler de la manière la plus intelligente, la plus dynamique possible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Afrique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des richesses, disons, on va dire, en matière première. Il y a des personnes qui sont collées à ces richesses et, en fin de compte, ils essaient tout le temps de jouer avec disons, les majorités ici et là, et avec des noms qui vont se placer et se déplacer en fonction des intérêts des uns et des autres. Donc, l'Afrique, l'Union africaine, ne pourra agir que dans la mesure où elle saura que c'est une voix qui compte, que c'est des gens qui vont pouvoir... Et aussi que les différents États soient convaincus. Comment? Parce que l'Union africaine est une communauté d'États. Oui. Et donc, si les États ne sont pas eux-mêmes convaincus, l'Union africaine ne pourra rien faire. C'est ce qu'on est en train de dire. Si les pays africains, à travers leurs partis politiques, leurs intellectuels, se réunissent, je pense que ça sera une force de frappe pour le changement attendu qui doit justement sortir l'Afrique de toutes ces difficultés et qui... parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? L'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité en termes de croissance, en termes de moyens. Alors, si les gens qui... son origine. Voilà. Alors, si ces gens ne donnent pas la possibilité aux Africains de pouvoir s'exprimer autrement, personne ne le fera. Donc, on restera toujours attaché à des modèles anciens, à des modèles complètement... Et en fait, les pays africains doivent changer leur attitude vis-à-vis d'eux-mêmes. Ce n'est plus des administrés de pays dépendants de la centrale. Non, ce sont des pays qui ont des choses à dire et qui ont une croissance qui va tirer vers elle beaucoup de croissance. On revient au fameux discours d'Abidjan, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Absolument. Message compris. Hicham Hafid, vous parliez de gazoducs, je vous voyais arriver, faire des gazoducs, faire des investissements. Le gazoduc Nigeria-Maroc, il en est où? Et c'est quoi les avantages qu'il y aura pour les différents pays? Juste avant de répondre à votre question, je voudrais faire une petite remarque. Hier, on discutait avec mon ami Barachid et on s'est attardé au passage. Et on s'est attardé sur le concept de gazoduc, parce que si on se réfère au gazoduc transsaharien, de Nigeria en passant par le Niger vers l'Algérie puis vers l'Europe, donc c'est un projet qui regroupe 3 pays. Donc on l'appelle le projet transsaharien. Et quand on arrive au projet gazoduc Maroc-Nigeria, donc c'est un pays qui regroupe 13 pays. Et c'est le plus important, le plus grand projet au monde, en termes de... 5000 km, quelque chose comme ça. Exactement. Et c'est le seul... C'est une ouverture de l'Afrique sur la Méditerranée. Et c'est le seul gazoduc qui passe par l'Atlantique. Le seul gazoduc qui passe à l'échelle mondiale, qui passe par l'Atlantique. Donc pourquoi pas on change l'appellation, on change le concept, on parle d'un projet transatlantique. Donc c'est juste pour les éléments de communication. Transatlantique, parce qu'il mérite cette appellation. En fait, pas trans, parce qu'il ne traverse pas l'Atlantique. Effectivement. Mais gazoduc Atlantique, peut-être. Atlantique. Atlantique, c'est très intéressant au niveau de la communication. Donc c'est intéressant à retenir ça. Oui. Donc c'est un projet bien évidemment très stratégique, en termes de son positionnement et en termes également de sa valeur ajoutée, parce qu'il traverse 11 pays. Absolument. Exactement. Et il connecte la région de l'Afrique de l'Ouest avec l'Afrique du Nord. Avec des impacts sur les économies dont on a parlé. Justement. Beaucoup de pays n'ont pas d'électrification, ils n'ont pas beaucoup. J'en arrive à vous justement parce que j'ai une question pour vous. Vous avez commencé à y répondre sur le lien avec l'Europe et avec la Méditerranée. Effectivement. Alors les avantages et les avantages des pays. Au niveau des avantages, donc il y a énormément d'avantages parce qu'il lie presque un quart des pays de l'Union africaine. Et c'est un projet qui s'inscrit d'ailleurs dans l'agenda des objectifs de l'agenda 2063, parce qu'aujourd'hui, on arrive aujourd'hui à la crise énergétique. Donc c'est un projet qui va bien évidemment permettre à l'Afrique de se doter de certaines ressources énergétiques extrêmement importantes.
Un autre avantage, c'est au niveau de l'électrification. Vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, on a presque 300 millions, plus de 300 millions, uniquement 20% qui ont accès à l'électricité. Donc, premier, c'est un avantage immédiat, social immédiat, au niveau de l'électrification de la grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, la création de certains écosystèmes. Ouais. Vous savez, quand un projet passe, donc il y a énormément d'activités parallèles qui vont suivre, notamment la maintenance, la sécurisation, énormément d'activités qui vont bien sûr créer de la richesse, créer de l'emploi et élargir la base productive. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, bien évidemment, c'est un projet qui permettra d'avoir une sorte d'autonomie, aussi bien bien évidemment, en termes d'approvisionnement, pour les pays riverains de l'Atlantique que pour l'Europe, parce qu'aujourd'hui, la crise en Europe impacte indirectement certains pays africains. Bien. Alors justement, je voulais vous faire réagir sur ça, Driss Essaoui. C'est un projet dont l'idée est née à peu près en 2016, donc il y a 5-6 ans. Absolument. Quand le roi Mohamed VI on avait parlé avec le chef de l'État nigérian, le général Bouhali, en revenant au Maroc, les Russes étaient là. Un responsable du Conseil national de sécurité russe était là. Donc il y a un intérêt des Russes pour ce projet dont ils pourraient voir l'opportunité ou la menace. Comment vous expliquez que ce projet, jusqu'à présent ou à notre connaissance, ne suscite pas véritablement l'intérêt des Européens alors qu'ils sont en crise actuellement, qu'ils sont en train de chercher une alternative au gazoduc russe, au gaz russe? Les Européens n'accepteront jamais que les pays d'Afrique puissent se prendre en charge de cette manière. C'est connu. Quitte à rester sous la dépendance russe. Absolument, rester sous la dépendance. Il n'est pas mauvaise, mais enfin pour eux. Oui, l'essentiel, c'est de ne pas être indépendant. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui va se passer. De toute manière, on restera dans cette logique qui fait que l'Afrique doit travailler, elle doit se libérer de cet imbroglio et sortir vers une dynamique de croissance qui n'est que le début d'un nouveau processus. Parce qu'un gazoduc qui sort du Nigeria vers le Maroc et traverse 11 pays, c'est énorme. Plus le Ghana et le Bénin, où il passe déjà. Oui, effectivement. Voilà. Alors, imaginez un gazoduc qui va servir ces gens pour l'électrification, vous savez, il faut connaître l'Afrique. L'Afrique n'est pas un pays où il y a... Des pays africains, ils ont de gros problèmes d'électrification. Ils n'arrivent pas à l'avoir. Ils n'ont pas les réseaux comme on les a dans d'autres pays. Alors il faut justement rentrer dans cette logique. Et aussi, il y a aujourd'hui des pays africains qui commencent à avoir des taux de croissance extrêmement importants. Et regardez les pays qui ont commencé dans cette région-là, d'ailleurs le Ghana, la Côte d'Ivoire. Absolument. Sénégal. Il commence à devenir de véritables... C'est-à-dire que même le choix des langues maintenant, il y a ceux qui utilisent l'anglais au lieu du français, par exemple. Cela, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, pourquoi voulez-vous que les Européens viennent s'intéresser à cela? Parce que c'est leur propre intérêt. Je sais, mais les Africains ne veulent pas. Les Africains font tout pour que tous ces projets se développent en interne, avec les ressources africaines, avec les pays africains, et que cette dynamique puisse partir par elle-même. Ce sont les Européens qui ne voient pas ça d'un bon œil, ou les Africains qui veulent garder ce projet pour eux? Non, les Africains veulent le faire pour eux. Ils l'ont dit. Mais en termes de financement? Non, en termes de financement, le Maroc est en train de chercher, le Nigeria aussi. On parle de 25 milliards, 30 milliards? À peu près, sinon un peu plus, sincèrement. Entre les évaluations de départ et ce qui va avoir lieu, donc on verra. Mais pour l'instant, c'est un projet extraordinaire qui permettra à tous ces pays de pouvoir regarder l'avenir avec plus de confiance. Vous savez, en une minute, la pause arrive, le temps file. Vous êtes d'accord avec cette lecture? C'est-à-dire que les Européens ne voient pas véritablement ça d'un bon œil pour une émancipation, pour un développement de l'Afrique. Peut-être avant, je suis d'accord avec le professeur Essaoui, peut-être avant, mais aujourd'hui, avec cette crise en Ukraine, il pourra attirer l'attention, même les Américains. Les Américains, ils vont aussi demander leur quota parce qu'ils sont intéressés par l'exportation de leur gaz de schiste vers l'Europe. Donc, il va y avoir des négociations et aussi il va servir les îles de Canaries. Donc, il va peut-être il va attirer l'intérêt des Européens
Peut-être d'ici quelques années, il va tirer Les l'impulsion. Chinois ne sont pas dans la boucle. Pour l'instant, oui. Je pense que parce que le transsaharien, maintenant, il y a un problème de crédibilité, un problème de confiance avec l'Algérie, énormément de de sécurité aussi, un problème de Il y a un sécurité. problème de Effectivement. C'est intéressant, le problème de Exactement. crédibilité aussi avec les Algériens qui Oui, viennent, qui effectivement. bloquent un jour un gazoduc. Bon, il y a la sécurité, effectivement, qui pratiquement bloque ce projet. Dans sa conception, et puis le côté de la fiabilité algérienne, parce que bon, si on fait un gazoduc pour qu'à la fin il soit bloqué, c'est pas trop. Bon, on a fait le tour on n'a pas fait le tour sur l'énergie, mais on a parlé des grandes lignes sur l'énergie. On passera juste après la pause à la sécurité alimentaire. À dans quelques secondes. Rebonjour, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du débrief consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine, conséquences économiques, énergétiques, alimentaires sur l'Afrique. Nous en parlons pour celles et ceux qui nous rejoignent avec Hicham Hafid, spécialiste de l'Afrique, et Driss Rissaoui, analyste politique. Juste avant la pause, mea culpa, je vous avais dit qu'on allait passer à la sécurité alimentaire, mais il reste un sujet qui est important, qui est celui du gazoduc transsaharien. Vous en parliez, Hicham Hafid, juste avant la pause. On en est où de ce gazoduc dont l'idée a germé il y a une vingtaine d'années, mais qui depuis, on procrastine, on laisse, on lambine, on en est où? La même question pour vous, Driss Rissaoui, d'ailleurs. Je pense que le projet est à l'état d'étude aujourd'hui, parce qu'il n'a pas beaucoup avancé depuis les années 2000, depuis sa mise en place d'une manière officielle, à travers bien sûr la signature d'un mémorandum d'entente entre le Nigeria et l'Algérie en 2001, septembre 2001. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup avancé du fait de certains problèmes sécuritaires, problèmes de financement et également des problèmes géopolitiques. Si nous regardons aujourd'hui, c'est un projet qui s'allonge presque sur 4125 ou 28 kilomètres. C'est un projet très coûteux. Au début, on parlait de 7 milliards de dollars, après 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, on parle de 21 milliards de dollars. Donc, c'est un projet très coûteux. Et c'est un projet, bien sûr, c'est intéressant. Qui va se heurter. C'est un problème. Oui, exactement. Il va se heurter à des problèmes extrêmement importants sur le plan sécuritaire, sur le plan de financement et sur le plan géopolitique. Si nous regardons, par exemple, d'un point de vue sécuritaire, vous savez que le projet va passer par des zones très difficilement contrôlables et maîtrisables, surtout dans des zones désertiques, notamment dans le Niger et l'Algérie. Et c'est dans ces deux zones, il y a la présence, le positionnement de Touareg et le Qaïda du Maghreb islamique, l'AQMI. Donc ça c'est deux groupes. Ils deviendront les gérants de ce effectivement, gazoduc. Voilà, exactement. Ça c'est sortie de l'auberge. Ça c'est le premier. Deuxième, au niveau de le tracé définitif de ce projet, parce qu'aujourd'hui le Mali, malgré qu'il n'est pas sur le tracé, elle affiche sa volonté d'intégrer. Elle essaie bien sûr de convaincre le Niger, l'Algérie et le Nigeria pour bien sûr intégrer cette aventure. Donc voilà, il y a des pourparlers aujourd'hui. Mais vous savez, au Mali, il y a le positionnement de certaines puissances étrangères, donc ils veulent leur part dans le projet. Il y a également, ce qui est important, c'est l'implication de Gazprom de la Russie. Donc la stratégie. Société d'État russe. Exactement, la politique africaine du Kremlin. Donc il s'est impliqué à partir de 2008. Donc il a signé des mémorandums d'entente avec la Guinée équatoriale, avec le Nigeria, avec l'Algérie et avec la Libye pour bien évidemment circonscrire ou limiter toute possibilité bien évidemment de diversification de l'Union européenne, parce que pour encercler d'un côté l'Union européenne, parce que selon les rapports faits bien sûr par les cabinets d'experts en Russie, donc d'ici 2050, il va y avoir 70% de la dépendance de l'Union européenne au gaz russe. Donc il va y avoir bien sûr une implication forte de la Russie dans ce projet. Il y a aussi la signature de certains accords avec les pays africains, notamment gaziers, donc pour encercler certains pays africains, pour ne pas, bien sûr, aboutir ou pour ne pas conclure certains accords qui peuvent acheminer le gaz vers l'Union européenne. Driss Rissaoui, sur le plan saharien? Sur le plan saharien, vous savez, c'est des zones qui restent complètement opaques par rapport à des analystes comme les nôtres ici. C'est-à-dire quand on regarde, c'est un sujet qui se passe entre les militaires algériens et le Nigeria. Ils ont essayé, ils ont travaillé. Il y a eu bien entendu les Russes qui ont essayé de mettre leur grappin dans cette histoire. Ça ne va pas marcher
pour toutes les raisons que l'on peut imaginer. D'abord, c'est une région qui n'est pas du tout contrôlable. Et même l'ONU n'arrive pas justement à avoir une main dans la pacification de ces territoires. Le Maroc a essayé de le faire et il n'a jamais pu le faire parce qu'il faut avoir des soldats, il faut avoir des points de ravitaillement. Et c'est ingérable. Ouais. C'est des espaces ingérables et aucun pays ne peut se porter garant de la sécurité de ce gazoduc. Donc, je pense que ce qui se fera avec probablement beaucoup plus de difficultés, c'est le gazoduc qui va passer par le Maroc. C'est vrai qu'il y a 11 pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup de divergences, mais il y a des garanties. Nous avons un État qui s'appelle l'État marocain, qui a aujourd'hui 13 siècles pratiquement. On est rentré dans le 13e siècle. Nous avons la garantie d'avoir un roi qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il fait, et il donne des instructions qui marchent. Et nous avons autre chose. Pour des projets comme ça, il faut quand même avoir un minimum de fiabilité. Alors, la fiabilité aussi, elle vient de quoi? Elle vient du fait que nous avons un secteur privé extrêmement important, que ce soit les banques ou les opérateurs économiques que nous avons ici, qui sont capables de s'insérer dans ces projets-là et qui sont capables justement de donner plus de vigueur à ces projets. Alors, en fait, ce n'est pas l'État. Les États eux-mêmes n'ont pas les moyens de changer les choses. Donc, lever du financement privé qui devra de toutes les manières être rentable vu la nature du projet. Nécessairement. C'est-à-dire que ce n'est pas un financement à 100% public. Il y aura des financements privés, il y aura un intéressement, il y aura beaucoup de petites entreprises qui vont essayer de se greffer sur ces projets-là. Ouais. Et juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par professeur Aissaoui, c'est qu'en termes de financement, jusqu'aujourd'hui, aucun acteur privé, ni État, ni bailleur de fonds, n'ont affiché leur volonté de financer ce genre de projet. Le transsaharien. Effectivement. Absolument. Il faut dire qu'il avait été initié sous la présidence Bouteflika, et c'était autre temps, autre mœurs, autre conditions. Bouteflika n'est plus, donc le projet n'est plus. Il faut croire que oui. faut croire que oui, parce que ce qui se passe actuellement en Algérie est assez compliqué. Et donc, ça pose un problème aussi. C'est cette question de fiabilité qui s'est posée après la rupture du gazoduc Maghreb-Europe. C'est une question de fiabilité aussi qui s'est posée. Donc, je pense qu'on est en train de passer vers le gazoduc. On lui souhaite bon vent ou bonne mer, comme on va. Alors, la sécurité alimentaire, très rapidement, Hicham Hafid, on part, bien entendu, il y a la crise, la Russie et l'Ukraine sont parmi les premiers exportateurs de céréales dans le monde, donc il y a des tensions sur l'offre, des tensions sur le prix du transport, des tensions. Alors, en Afrique, le président Macron avait dit ça, il y aura un risque de sécurité alimentaire en Europe et puis en Afrique. Est-ce que risque de sécurité réel il y a alimentaire? Avec famine, Oui, bien sûr, le risque de la sécurité alimentaire existe depuis longtemps. Donc, c'est un problème structurel en Afrique. Parce que si on compliqué par la situation actuelle. Effectivement, parce que si on se réfère à la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, en 1996, si on définit la sécurité alimentaire, c'est qu'elle dit que la sécurité alimentaire existe lorsque tous les individus ou tous les êtres humains ont à tout moment accès à une nourriture, bien sûr, saine, suffisante, pour, bien sûr, suffire à leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires. Donc, de cette définition, on pourra déceler 4 éléments importants. D'abord, la disponibilité alimentaire, la stabilité d'approvisionnement, l'accessibilité et la qualité des produits alimentaires. Donc, est-ce que vraiment ces 4 dimensions se trouvent en Afrique? Oui ou non? Donc, si on raisonne en termes de chiffres, on trouve qu'aucune de ces dimensions n'existe en Afrique. Pourquoi? Parce que si nous regardons aujourd'hui les chiffres fournis par la FAO, bien évidemment, il y a une augmentation de la production céréalière. Si on prend par exemple, il y a 6 produits stratégiques définis par la FAO. Si on se concentre uniquement sur 3, notamment les produits céréaliers, on trouve surtout les céréales, on trouve que la production céréalière augmente à un rythme moins important que la production de la population démographique. Donc il y a un problème. Si nous regardons par exemple, j'ai les chiffres devant moi, si on compare l'Afrique avec la Chine et le Brésil, par exemple, sont des grands producteurs de blé, par exemple, et des céréales. La superficie récoltée en millions d'hectares en Afrique est de 130 millions. Ce sont des chiffres récents. En Chine, 98 millions.
Au Brésil, 20 millions. Donc l'Afrique dépasse largement la Chine et le Brésil. Mais en termes de production, la production de l'Afrique est de 200 millions de tonnes, alors que la Chine est de 600 millions et le Brésil 120 millions. Donc et ces deux chiffres nous donnent le rendement. Donc si nous regardons le rendement de chaque, par exemple l'Afrique, il y a 1600 kg par hectare. 1600 kg par hectare. La Chine, 6600. Et le Brésil, 5500. Donc, qu'est-ce qu'on peut relever comme c'est qu'il y a un manque énormément. Donc, il y a une production qui augmente depuis les années 2011, mais sur le dos, au détriment de l'extension et non pas l'amélioration des rendements agricoles. D'où l'importance maintenant, la conception d'une véritable politique collective agricole pour pouvoir renforcer les rendements agricoles et pour pouvoir également faire face à l'insécurité alimentaire. Donc c'est un problème structurel, il faudra voir comment renforcer les rendements agricoles pour pouvoir faire face à cette insécurité alimentaire. Alors il y a peut-être aussi un autre risque, Délice Issaoui. Alors, on se rappelle, au XIXe siècle, il y a eu une colonisation de l'Afrique par l'argent, par les dettes de guerre, par les indemnités, par un certain nombre de choses. Et là, aujourd'hui, on se retrouve devant un autre risque. Alors, je vous donne des chiffres. La Chine, en propriété ou en location, dispose de 4,5 millions d'hectares de terre en Afrique. Les États-Unis, 3,2 millions. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, 2,5 millions d'hectares. Et l'Arabie Saoudite, 2,1 millions. Il y a encore beaucoup de pays qui ont énormément de centaines de milliers d'hectares. Alors, on ne risque pas une sorte d'insécurité alimentaire, mais pas pour les questions évoquées par Hicham Hafid, mais par la propriété, par le droit. C'est-à-dire que ce sont des terrains, si les Chinois, par exemple, cultivent leur superficie et leurs exploitations et décident d'exporter, c'est le pays d'accueil qui sera en difficulté. Absolument. Vous savez, la question alimentaire, la sécurité alimentaire de manière générale, elle est très complexe. On ne peut jamais l'analyser de manière froide, de manière simple, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'Ukraine et le fait maintenant on parle de 3 céréales pour le Maroc, pour un certain nombre de pays, pour l'Afrique, c'est beaucoup plus le riz, autre chose, etc. Mais on va rester dans une situation de dépendance. On est dans une situation de dépendance, il faut le dire. Avant l'indépendance du Maroc, on était un pays qui consommait de l'orge. Et on produisait de l'orge. C'est complètement différent. Aujourd'hui, que représente l'orge dans notre récolte annuelle, etc. Pratiquement rien. Les autres céréales, la même chose. Alors maintenant, si on veut parler de sécurité alimentaire, il faudrait réfléchir à comment réadapter, réajuster notre politique d'alimentation. Quels sont les produits fondamentaux que nous aurons demain à consommer, comment on va les consommer, qui c'est qui va le faire et quels sont les acteurs qui vont pouvoir s'en charger. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est véritablement entre les tenailles de tous les pays que vous venez de citer. Nous avons des exemples, vous l'avez dit, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. C'est plutôt dans la Corne de l'Afrique. Eux, ils sont dans la Corne de l'Afrique. Éthiopie, Somalie. Ils investissent massivement dans l'agriculture, exactement. Oui. Absolument. Et ils investissent des sommes énormes, justement. Et ils ne le produisent pas pour eux-mêmes. Ils le produisent par, justement, ce souci de sécurité alimentaire à long terme. C'est vrai. Ils veulent être assurés qu'ils auront quelque chose à dire à ce moment-là. Je pense que l'histoire de l'Ukraine, elle a réveillé un chien qui dormait. Et qu'aujourd'hui, on sera devant un chien complètement hors de contrôle. Et j'espère que la question alimentaire va pouvoir se gérer de manière plus humaine, plus civilisée à l'avenir. Parce qu'on ne peut plus, parce qu'en fait, quand vous parlez des États-Unis, quand vous parlez de l'Europe, c'est des gens qui ne regardent que les chiffres, qui ne regardent que leur propre intérêt. Ce ne sont pas des gens qui vont réfléchir à l'avenir du Maroc ou de telle ou telle ethnie. S'ils ont un intérêt à faire ce travail, ils vont le faire. S'ils ne l'ont pas, ils ne vont pas le faire. Donc finalement, notre sécurité alimentaire, elle reste attachée au bon vouloir
des Européens, des Américains, etc. Oui, mais jusqu'à quand ça va durer comme ça? On a eu l'initiative triple A, adaptation de l'agriculture africaine. On a une entité nationale. Troisième du Niger, les Nigériens nourrissent les Nigériens, mais malheureusement, l'initiative également sénégalaise, mais malheureusement, la situation n'a pas changé. Nous avons aussi OCP qui essaie L'OCP, ils sont très présents en Afrique. Ils sont très présents. Alors, on va continuer jusqu'à quand de dépendre des Européens ou des autres, d'ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience, quelque part, qui a été faite, Hicham Hafid? Non, parce que... À ce niveau-là? Ce que je viens d'expliquer, c'est que, certes, il y a une augmentation de la production, mais au détriment de l'extension des terres cultivables. Pourquoi? Parce que pas au niveau du rendement. Les pays africains n'ont pas travaillé sur l'amélioration des rendements. Parce qu'aujourd'hui, le rendement sont 1600 kg par hectare, alors que la Chine a 6600, 6500. Donc, ils ont travaillé. Donc, il faudra bien sûr utiliser des ciments sophistiqués, la gestion de l'eau. Donc, excusez-moi de vous couper. À la limite, garder les mêmes superficies, mais améliorer le rendement, ça améliorera la production. C'est ce qu'on appelle la productivité. Effectivement. Donc, il faudra intégrer d'autres mécanismes qui permettent de renforcer la rentabilité, les rendements, à travers, bien sûr, la recherche et développement, la formation des agriculteurs. La majorité des agriculteurs ne sont pas formés pour la production, pour l'adaptation. L'initiative Triple A a fait une initiative, un pas, pour, bien sûr, adapter les ciments, c'est adapté également au sol africain et également au climat. Mais il faudra mener d'autres actions, d'autres prérogatives pour pouvoir améliorer davantage. Et c'est un projet collectif africain, ce n'est pas un projet d'un pays. Tout à fait. Donc il faudra qu'il... J'ai insisté un petit peu là-dessus, Hicham Hafid, parce qu'on se retrouve avec une Afrique qui est incluse ou qui est insérée ou intégrée dans la mondialisation, mais d'une manière assez passive, on dirait. D'ailleurs, vous avez rédigé il y a quelque temps un livre qui s'appelle L'Afrique et mon continent avec Mohamed Chkoundi à la croisée des chemins. C'est bien celui-là? Effectivement. C'est celui-là. Voilà. Un petit zoom sur le livre. Et vous dites dans ce livre, vous parlez de mondialisé et mondialisateur. Et vous dites que l'Afrique est un continent mondialisé passif. Est-ce qu'il est possible de la rendre mondialisée actif? C'est vous qui avez dit ça, donc c'est à vous que je pose la question. Oui, exactement, parce que depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en passant par le consensus de Washington, donc l'Afrique a toujours intégré la mondialisation, s'est toujours insérée dans les chaînes de valeur mondiale, mais avec des produits, bien sûr, à très faible valeur ajoutée. Donc nous regardons aujourd'hui le pourcentage des produits exportés en matière de sophistication de produits qui véhiculent un transfert technologique, c'est quasiment faible en Afrique. C'est pour ça, donc, dès qu'il y a un choc à l'étranger, donc ça se répercute automatiquement et directement sur le continent africain. Donc c'est une croissance très fragile au choc étranger. Et nous avons, bien sûr, il y a des possibilités pour la rendre, bien sûr, mondialisateur et rendre mieux s'insérer dans les chaînes de valeur à travers, bien évidemment, la transformation des chaînes de valeur mondiales. Les chaînes de valeur régionales, parce qu'aujourd'hui, la ZLECAf la zone de libre-échange du continent. La zone de libre-échange continentale est bel et bien mise en place aujourd'hui d'une manière effective, mais il faudra que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc, selon le discours du souverain, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc il faudra que les pays doivent... D'ailleurs, le titre de votre livre vient du fameux discours d'entrée à l'Union africaine. C'était le 30 janvier 2017 de mémoire. Exactement. L'Afrique est mon continent. Il est beau le jour où on rentre chez soi. Donc vous êtes inspiré de ça et vous êtes parti là-dessus. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas de résistance, justement, des autres parties du monde pour rendre cette mondialisation africaine active? Est-ce qu'il n'y a pas, comme le disait d'ailleurs Saïd tout à l'heure sur le gazoduc, est-ce qu'il n'y a pas une tentative de chasser le naturel? Il revient au galop, quoi. C'est-à-dire que les Africains, on va essayer de s'arranger pour qu'ils restent là où ils sont et que, voilà, nous, on aille prendre ce qu'on veut là-dedans. Il y a toutes les richesses, les métaux précieux, les terres rares. Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté aussi? Mais bien sûr, donc, vous savez, nous l'avons dit au début de l'émission, donc cette exacerbation de la concurrence à l'échelle étrangère pourra nuire aux exportations, au modèle de développement économique africain. Donc il faudra avoir une vision collective et commune. Nous avons parlé d'un modèle de coopération afro-africaine pour pouvoir, bien sûr, c'est un modèle qui naît de l'Afrique, bien évidemment, destiné aux pays africains et qui met le citoyen africain au centre de toutes les préoccupations socio-économiques. Donc, bien sûr, il va y avoir des résistances. Les multinationales ne vont pas apprécier cette initiative. La société civile, bien sûr financée par les bailleurs de fonds étrangers, ne vont pas, bien évidemment. Les syndicats, ils ne vont pas
comme le cas de l'Afrique du Sud, le Nigeria, et ainsi de suite. Mais il faudra résister, il faudra avoir une vision commune et collective en vue de valoriser bien évidemment les ressources naturelles et les transformer sur place. Au moins, transférer sur place et exporter une partie de... Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de Chessaoui, la volonté. Alors, Effectivement. on a, quand je dis on, les Africains, les richesses sont là, les moyens sont là, les expertises sont là, les ressources naturelles aussi sont là. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mutualiser un petit peu ces ressources naturelles? Je parle sous votre contrôle, Hicham Hafid, pour le gisement tortue. Je crois qu'il y a une mutualisation entre, une exploitation commune entre la Mauritanie et le Sénégal, ou quelque chose qui est en train de se faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en train de se faire, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'un pays qui ait des ressources naturelles et qui n'a peut-être pas les moyens de le faire, et c'est là où intervient encore une fois l'Union africaine ou les organisations régionales, mutualiser ça de manière à garder nos richesses pour nous, de manière à ce que l'Afrique fasse confiance à l'Afrique. Voilà. Vous savez, on peut être sur l'utopie, ou l'utopie dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça peut ne pas être de l'utopie. Si on regarde l'histoire, c'est une vue de l'esprit. On ne peut pas dire qu'on va mutualiser tout ça, on va pouvoir être plus performant sur ça. Je pense que l'Afrique ne pourra se réveiller quand elle décidera de le faire, quand elle décidera de devenir une force au niveau régional, une force qui va faire face à tous ces dangers et justement pouvoir travailler ensemble. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a trouvé un pays, un leader d'un pays qui est en train de travailler avec un autre, il y a toujours des gens qui vont venir casser la dynamique de ce côté-là, faire entrer tel intérêt de ce côté-là. Mais en fin de compte, moi je pense que, quelle que soit la situation, l'Afrique devra s'en tirer un bon compte malgré toutes ces difficultés. Il est vrai, parce que on a oublié de dire, non, mais on a oublié de dire une chose. Les pays les plus importants dans le monde entier sont présents en Afrique. Israël, l'Allemagne, la France, tout le monde. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, ils sont présents, ils ont des participations, ils ont des personnes. Il y a même un travail, disons, comme on dit, dans les coulisses pour faire monter tel ou tel régime, etc. Mais de toutes les manières, c'est des pays qui ne comprendront jamais que l'Afrique puisse être complètement indépendante, que l'Afrique puisse justement s'exprimer avec cette voix complètement libre de ce qu'elle est et dire « nous sommes l'Afrique, nous voulons être ceci ou cela ». Parce qu'on va rester des pays qui sont gouvernés par les petites communautés, les intérêts des uns et des autres. Et malheureusement, on va continuer comme ça. Oui, juste pour rajouter un certain point, donc ce qui me rend optimiste par rapport au développement du continent africain, c'est cette nouvelle génération de leaders, de chefs d'État. Vous voyez l'exemple de Paul Kagame, l'exemple du Sénégal, l'exemple de Sa Majesté le Roi. Donc il y a une prise de conscience quant à l'importance des réformes. Une nouvelle génération de dirigeants avec une nouvelle manière de voir les choses. Effectivement. Et une nouvelle méthode de négociation avec les puissances étrangères. Oui. Okay, donc, plus offensive, plus résolue, plus sûre d'elle. Et ça pourrait être un bon signe pour le développement, au moins le développement, faire quelque chose de positif pour le continent africain. Alors, Driss Issaoui, on a parlé d'énergie, on a parlé de sécurité alimentaire, on a parlé de perspectives. Je reviens donc à ce que vous m'avez dit au début de l'émission. Cette crise en Ukraine, opportunité ou menace? C'est une menace, sincèrement, pour maintenant. Voilà. Ouais, la réponse a évolué après une heure d'émission. C'est une menace, pourquoi? Parce que elle met en scène une force au niveau mondial qui ne s'est pas encore exprimée jusqu'à maintenant et qui est présente en Afrique, qui est présente un peu partout et qui, en étant en guerre contre l'Ukraine, elle garde ses sbires, ses forces en Afrique. Elle n'abandonne rien du tout. Donc, je pense qu'on aurait pu vivre notre vie calmement, parce qu'on a eu la Covid-19. On a eu une crise financière, une crise sanitaire assez grave, et on était en train de nous préparer pour dépasser cela. Le Maroc vient d'adopter un plan de développement nouveau, etc. Mais malheureusement, on est en train de revoir nos objectifs à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a eu ça. Parce qu'on a une menace sur la sécurité alimentaire, sur l'approvisionnement en pétrole, en énergie de manière générale. Est-ce qu'on va revenir à des systèmes
de quotas pour les produits gaziers, les produits pétroliers, etc. Donc tout ça, c'est des questions. Je pense qu'au niveau du Maroc, il y a une réflexion qui est menée à haut niveau pour dire, voilà le Maroc, comment il doit se comporter et avec qui il va travailler. De toutes les manières, il a des assurances avec un certain nombre de pays amis et frères avec lesquels il pourra s'en sortir. Mais cette guerre aurait dû ne pas avoir lieu. D'une manière générale, on ne peut que souhaiter qu'il n'y ait pas de guerre. Parfois, il y en a, c'est regrettable. Alors, vous pensez que c'est une... Mais là, je ne vous repose pas la question, Hicham Hafid, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est fini, l'émission est terminée. Deuxièmement, vous avez répondu beaucoup plus clairement et d'une manière beaucoup plus affirmée que Driss, donc il est revenu sur ça. La crise, selon qu'on soit en Occident, selon qu'on soit en Chine, a une explication différente. En Occident, la crise, c'est une rupture et un danger. Pour les Chinois, c'est une rupture et une opportunité. Tout dépend de la manière dont les Africains vont voir ça. Absolument. On va espérer plutôt que ce soit ce que disait Hicham Hafid, plutôt que ce que vous disiez, Driss Aissaoui, qu'on prenne ça comme une opportunité. Vous le prenez pas mal. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous. À la semaine prochaine.